Ça va être une belle journée aujourd'hui. Une journée certes comme les autres, mais ce sera quand même une plutôt belle journée, j'imagine. Là, j'ai sorti ma nouvelle vidéo sur House of the Dragon qui a pris énormément de retard, sans compter qu'en même temps, je suis en train de bosser sur une vidéo sur Pokémon qui sortira sur la chaîne principale. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai raté comme news? Bon, je veux pas faire semblant comme si je savais pas, mais bon, j'avais déjà annoncé prémonitoire parlant dans ma chute de Jurassic World, concrètement. Or seulement, voilà, je m'en fous de savoir qui sera le prochain Ah! Ah! Oh putain de bordel de merde! Bonsoir, bonjour, Siré Satire, et au monde, Siré Satire. Ça s'appelle du cash. Aïe, 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 aïe. Ah, y a un problème là. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Satire et aujourd'hui je suis trop content. J'ai deux bonnes nouvelles, enfin une bonne et une mauvaise pour être précise. La bonne nouvelle c'est qu'il y a un prochain opus de Jurassic World qui va sortir en juillet 2025. Ouais, comme ça, moi, on va enfin tailler la saga Jurassic World et faire comprendre plutôt à Universal que cette saga est devenue de la merde par leur faute. C'est bien, parce que oui, c'est une bonne nouvelle en soi d'un côté. Hein. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et ben justement, la mauvaise nouvelle, c'est ça. Son réalisateur. À savoir Gareth Edwards. Gareth Edwards, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui a réalisé Monsters en 2010, Godzilla version 2014, Rogue One Star Wars Story acclamé pour être le meilleur Star Wars sous Disney et qui s'est occupé de Creator l'année dernière. Que l'on a mis dans le flop de l'année dernière justement. Donc du coup là t'as plein de fans qui se sont excités en mode oh là là, le meilleur réalisateur de Star Wars va enfin réussir à faire un bon film Jurassic World là aussi. Oh là là, ça va être une tuerie et tout ça, ça va être incroyable machin bidule. Oh là là, oh je sens que ça va être légendaire. Wouah. Les gars, je préfère vous le dire d'avance, mais de tous les réalisateurs qu'ils auraient pu prendre, Gareth Edwards est sans doute le pire choix possible. Et je vais vous expliquer très exactement pourquoi. Car oui, ce dernier a exprimé, bon certes pas mot pour mot, et encore faudrait-il que j'arrive à trouver cet article à l'heure actuelle, mais il nous expliquait dans une de ses interviews pour The Creator qu'il préférait largement avoir de la liberté artistique sur la réalisation de ses propres films, plutôt que d'être contraint artistiquement pour qu'il puisse se consacrer à des scénarios. Grosso modo, il préfère être libre et réaliser ce qu'il veut, plutôt que d'avoir des contraintes en se focalisant sur son scénario. Alors dit comme ça, vous avez l'air de pas du tout m'avoir compris, mais disons que pour faire simple, le gars il s'en bat les couilles que son scénario soit mauvais. Pour lui, si son film sera bon à la toute fin, il sera bon quand même, et ce peu importe le scénario qu'il aura. Et ça, non seulement c'est insultant, déjà envers les scénaristes, hein, tout simplement, parce que les scénaristes, eux, ils font ce qu'ils peuvent pour nous donner les meilleurs films possibles qui soient, et surtout, insultant parce que, dites-vous que s'il y aurait des scénarios qui n'auraient jamais existé dans l'histoire du cinéma, on serait privé de pas mal de bangers. Et je sais que je vais encore une fois me répéter à nouveau, mais le scénario, c'est ce qui prime comme étant le plus important. Si ton scénario est mauvais, attends-toi à ce que ton film soit mauvais malgré tout. T'auras beau mettre tous les budgets, tous les effets spéciaux, tous les acteurs que tu veux, ce qui importera, c'est que si ton scénario est pas bon, ton film sera poubelle. À l'image de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ce film a coûté 65 millions de balles, et pourtant, ce film est tellement mauvais. Tellement il y a des choses, mais ils ont oublié de se focaliser sur le plus important. Ce film n'a pas de scénario, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas arrêté de dire à chacune de mes vidéos. Quand je vous dis à quel point le scénario c'est important, les gars, c'est que c'est pas pour rien. Ou alors c'est que vous avez pas du tout écouté depuis le début de ma chaîne, en fait. Et dans ce cas-là, faut suivre. Voire même mieux, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour découvrir les prochaines nouveautés qui viennent. Surtout que là, en ce moment, là, la vidéo, elle va être intéressante, donc je vous conseille amplement dessus. Car oui, on va enfin comprendre pourquoi est-ce que les films de Gareth Edwards sont mauvais tous autant qu'ils sont, malgré tous les moyens qui s'y ont mis. Et surtout, on va comprendre exactement comment est-ce que ça fonctionne un scénario. Parce qu'il était temps que je fasse enfin une vidéo consacrée à du scénario. Et là, vu que j'en ai l'occasion, bon c'est parti pour un long cours de scénario. Mais si vous en avez rien à foutre, bon, vous pouvez aller me rejoindre quand même sur le timecode qui se trouve ici. Mais je vous le déconseille de le faire parce que vous allez être totalement paumé si vous allez à ce timecode là. Mais voilà, au cas où, si vous n'avez pas envie de vous faire chier. Après, rassurez-vous, je vais pas faire un énorme cours du scénario ou quoi que ce soit. Parce que, avec tout ce qu'il y a à dire autour du scénario, il y a 40 000 livres, 40 000 vidéos, 40 000 cours référencés sur le scénario. Que franchement, si vous vous basez que sur moi, bon, vous allez apprendre beaucoup de choses, mais rien de spécial non plus. Là, ce que je vous renseignerai, c'est juste les bases pour éviter de tout perdre. Voilà. On peut commencer ?
Très bien, alors c'est parti. Le scénario passe d'abord sur une ligne bien distincte divisée en 4 parties, à savoir la situation initiale, l'élément déclencheur, il appelle ça l'élément perturbateur dans les cours et tout ça, mais bon, j'aime bien l'élément déclencheur parce que ça permet vraiment de déclencher l'histoire, hein, parce que perturbateur, bah, c'est juste pour dire que ça perturbe, hein, tout simplement, du coup c'est pas ouf. Alors, je suis vraiment désolé, mais malheureusement, nous avons perdu les rushs de cette partie-là de la vidéo. Du coup, je disais, après l'élément déclencheur, vient ensuite les péripéties, qui se suivent par ces petites lignes que vous êtes en train de voir sur votre gueule, et qui se terminent ensuite par la conclusion. Tout simplement, voilà comment se construit précisément un scénario. Maintenant que vous avez compris ça, je vous laisse avec la suite. Premier exemple de tout ça, nous avons Star Wars. Sa situation initiale dans Star Wars, c'est Luke qui se retrouve dans une ferme au beau milieu d'une planète entièrement désertique, etc. etc. L'élément déclencheur, c'est l'arrivée de 2 droïdes du nom de C3PO et R2D2 qui viennent prévenir Luke qu'une princesse nommée Leia est en danger et voudrait qu'on la sauve et qu'on préserve les plans de l'étoile noire pour pouvoir la ramener dans la base des rebelles. Suite à plusieurs péripéties qui s'entresuivent, la conclusion c'est que nos héros gagnent, les rebelles ont gagné, l'Empire Galactique est vaincu pour l'instant et leur étoile noire est désormais détruite. Voilà, ça globalement c'est la base des bases de ce que vous avez comme scénario. Après j'aurais pu citer 1000 et une autres histoires, mais globalement si vous partez de cette base, vous savez exactement de quoi est-ce qu'on parle. J'aurais très bien pu aussi vous faire passer mon extrait de la préséance d'Oppenheimer, mais bon, j'avais un petit peu la flemme. Mais je vous conseille quand même d'aller la voir juste parce que Christopher Nolan a réussi à transformer ce schéma narratif pour pouvoir en faire quelque chose de plus intéressant. Et là, on en vient à ce que vous connaissez à peu près tous, à savoir la structure en 3 actes. Le premier acte, il se contente d'exposer. Il a lieu entre la situation initiale et l'élément déclencheur. Il se déroule même après l'élément déclencheur selon le film. À savoir, on pose l'histoire, on raconte ce qui se passe, on demande dans quel univers est-ce qu'on est. Bref, on fait que poser le décor. Si je devais comparer un élément du quotidien, ce serait un petit peu comme si on vous faisait visiter un nouvel appartement. En gros, on vous fait visiter un nouvel appartement, on vous fait planter le décor, où est la maison, où est la salle de bain, où est le salon, les chambres, etc., etc. Bref, on vous montre un petit peu où est-ce qu'on est et on vous situe dans le plan. L'acte numéro 2 va se reposer sur ce que nos héros vont devoir affronter. L'arrivée d'un conflit, l'arrivée de l'élément perturbateur et déclencheur même, selon ce que vous préférez entre les deux. Les présentations des nouveaux méchants, etc., etc. Bref, là, la situation initiale a désormais changé. Le deuxième acte, ça va être à peu près l'apogée de tout ce qui s'est passé au tout début. En gros, au second acte, on vous explique que pour pouvoir payer votre maison, faut déjà la payer et vous raconter un petit peu quels sont les loyers, quels sont les frais, etc., etc. Juste pour pouvoir habiter dans cet appartement. Combien est-ce que tu vas payer l'eau, combien est-ce que tu vas payer l'électricité. Bref, c'est le problème à résoudre, si je puis dire. Et là, au troisième acte, arrive ce que l'on appelle le climax. Là où tout se réunit pour comprimer sur un épilogue épique. Et le troisième acte dans tout ça, eh bien, ce sera pouvoir payer tout ça et en arriver au point de acheter tous les meubles, juste tous les meubles, tous les lits, tout ce qu'il faut pour pouvoir habiter dans un appartement, tout simplement. Je sais pas si c'était une bonne idée de comparer ça à un logement. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut les mecs, hein. J'essaie d'être original. Et cet acte se termine par la victoire du héros, ou la défaite si vous avez vu Seven ou Oldboy. En gros, pour faire simple, vous avez fini votre installation dans votre maison, du coup vous pouvez vous poser tranquillement sur votre canapé et allumer votre petite télé pour pouvoir assister à mes vidéos. Et sûrement vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent, c'est toujours autant gratuit. Mais après attention, il peut aussi y avoir une structure en 4 ou en 5 actes. Après, la structure en 4 arcs, ça se limite qu'aux jeux vidéo. Or, ça va pas être le sujet ici. On parle pas jeux vidéo ici, on parle ciné. Désolé les gars, faudrait une chaîne YouTube consacrée aux jeux vidéo carrément, mais est-ce qu'un jour ce sera possible ? À vous de me le dire. Et les structures en 5 actes se limitent soit aux séries, ça peut dépendre, mais en général on les associe souvent au théâtre de William Shakespeare. Mais ces 2 actes servent uniquement au développement de personnages, à savoir mettre le scénario en pause pour soit développer les personnages ou soit mettre le récit un peu plus en avant et le développer pour pouvoir créer un épilogue beaucoup plus puissant par la suite. On va prendre le théâtre de Shakespeare le plus connu, Roméo et Juliette. Au début, la situation initiale on la connaît, c'est le premier acte, à savoir on nous présente Roméo, on nous présente Juliette, on nous présente leur famille, leurs personnages, qu'est-ce qui se passe entre les deux familles, etc., etc. Bref, là on pose le décor. Mais une fois leur rencontre faite lors de l'élément déclencheur, eh bien la situation finit par changer. On est passé d'un arc de développement de personnages après l'acte 2 à l'acte 3 qui sera le deuxième acte, comme vous le savez, le moment où tout finit par basculer après l'élément déclencheur. Car l'acte 2 fait poser des problèmes à nos 2 Roméo et Juliette, à savoir notre couple adoré, et à un moment donné ils finissent soit par séparer, soit par se retrouver. Bref, c'est là qu'intervient le 4e acte. Tout ça pour en arriver à ce 5e acte, l'épilogue, la fameuse fin où ils se suicident.
Ah merde, je vous ai spoilé, j'ai pas fait exprès, excusez-moi. Et dans les séries, on va prendre un petit exemple, à savoir Breaking Bad. Dans cette structure en 5 actes, nous avons, notre cher Walter White, il vit sa vie de chimiste, tranquille, pépère et tout ça, il se passe pas grand chose, il vit une vie de civil normal. Sauf que vient le moment où il apprend qu'il a un cancer. Du coup, pour pouvoir se sauver, il décide de récolter de l'argent pour pouvoir vivre de sa vie. À ce moment-là, je pense que vous avez parfaitement réussi à situer cette histoire. La situation initiale de Walter White dans cette série, c'est que c'est un professeur de chimie. Et ce professeur de chimie a un élément déclencheur dans toute cette histoire. Il a un cancer du poumon, incurable, et il n'a que 2 ans à vivre. Et c'est là qu'intervient normalement l'acte 2. Mais en attendant, on va d'abord développer le développement de personnage, à savoir lui donner un arc, une histoire, bref, pour que cela ne se fasse pas entièrement tout seul. Durant ce deuxième acte, il va rencontrer Jesse, tranquille et tout ça, ils vont commencer à sympathiser. Et petit à petit, se trouver une collaboration entre les deux pour pouvoir, se trouver un bon moment pour pouvoir avancer jusqu'au 3e acte. Sauf que dans cette histoire, accidentellement, un homme est tué. Du coup, il faut faire à tout prix disparaître son cadavre. On essaie d'utiliser de l'acide et du coup, bon, ça marche, mais ça crée pas mal de catastrophes. Et l'acte 2 se termine pour l'instant là. On entre dans l'acte 4, à savoir le nouvel arc de développement qui est un petit peu la transition entre l'arc 3 et l'acte 5. Et l'acte 5, dans tout ça, ce sera leur collaboration avec des dealers de drogue pour pouvoir se lancer eux aussi dans le marché une bonne fois pour toutes. Et aussi planquer leurs crimes parce que, voilà, apprendre qu'il y a 2 nouvelles personnes qui ont décidé de foutre le bordel dans l'histoire, ouais, c'était pas très sympatoche à entendre. D'ailleurs, c'est pour ça que les dernières saisons de Game of Thrones ont été autant décevantes. Les 2 premiers actes étaient très bien, on a bien visité, on a bien été installé, on a réussi à payer un petit peu les frais, sauf que le problème, c'est qu'on s'est pas du tout installé des meubles. Du coup, tout part en vrille une fois qu'on s'installe sur le canapé, et tout finit par s'écrouler. Du coup, obligé de rembourser absolument tout l'appartement que t'as déjà suffisamment payé cher comme ça. Genre, pourquoi est-ce que Bran Stark est élu roi des 6 couronnes du trône de fer par un prisonnier envoyé par Gendry qui lui fait tout simplement la gueule? Je vais t'enculer. Trône de fer qui, je le rappelle, a été fondu par Drogon. Putain, c'est pas possible d'être aussi con à ce point-là. Alors que dans des cas comme Harry Potter par exemple, et là la structure en 3 actes est parfaitement bien construite. T'as le héros qui est bien introduit dans l'histoire, avec nous bien sûr spectateurs, après l'élément déclencheur bien sûr, comme je vous ai dit ça peut être soit avant ou soit après, ça peut dépendre du film bien sûr. Mais une fois arrivé l'acte 2, on vous présente les enjeux, l'histoire, tout ce qui va se passer tout au long, et qui est-ce qui fait tout ce bordel et tout ce boucan à l'intérieur de Poudlard pendant que tout le monde essaie d'être tranquille et pépère. Et le 3e acte, c'est le moment où nos héros vont devoir aller au-delà de la garde du Cerbère pour pouvoir savoir exactement ce qui se cache derrière toutes ces histoires autour de l'école de Poudlard. Et enfin, l'acte 3 se termine avec la fameuse conclusion après la mort de Voldemort. Du coup qui s'appellerait Terre de Vie. Mais un film suffisamment mauvais pour ça dans sa structure, ça reste quand même The Flash qui en est un exemple concret. Alors la situation initiale, pourtant ils s'en sortaient plutôt bien. Sauf avec la pluie de bébé bien sûr, mais ça c'est notre histoire. Mais disons que la situation initiale, c'est Flash qui sauve des gens, et l'élément déclencheur, ça va être d'apprendre qu'il peut voyager dans le temps. Sauf que le gros problème, c'est que... Et surtout, le problème de ce film, c'est que dans ses péripéties, il finit par s'entremêler à coups de voyage dans le temps, de caméo de Michael Keaton, d'un Supergirl qui n'a rien à foutre dans cette histoire, d'un Zod qui vient s'en mêler, bref, c'est un bordel sans nom scénaristiquement parlant, et avec une structure dont on sait pas du tout où est-ce qu'on doit se situer. La structure du premier acte est plus ou moins située, ça va, sauf quand on arrive pile au moment du voyage dans le temps. Là, on sait plus du tout dans quel événement on doit se situer. Est-ce que c'est le premier acte ou le 2e acte? Et le 3e acte arrive dans un moment brusque, en plus de ça dans un climax absolument illisible et incompréhensible qui s'en mêle les pinceaux scénaristiquement parlant. Alors qu'une bonne structure narrative, elle se retrouverait très rapidement et très facilement dans le Seigneur des Anneaux par exemple. Le premier acte intervient dès le prologue et on consacrera justement une vidéo sur le prologue, ne vous inquiétez pas, elle sera sûrement plus tard. Mais en gros, c'est le prologue qui pose le décor, le prologue qui vient t'expliquer exactement à quoi est-ce que tu dois t'attendre dans cet univers. Et après, on en vient à la situation initiale, à savoir Frodon et des autres hobbits qui vivent tranquilles pépés dans leur petit village où il ne se passe presque rien. Et l'élément déclencheur après l'arrivée de Gandalf, c'est que Gandalf trouve l'anneau unique créé par Sauron fut-il un temps, ce qui en plus de ça annonce le retour de Sauron. Et là, le 2e acte est déclenché en même temps que l'élément déclencheur. Du coup, ce qui fait que nos héros vont devoir partir, déjà recruter plusieurs troupes à leur côté pour pouvoir nous investir dans l'histoire. Et là, vous aurez compris que là, on n'est pas sur une structure en 3 actes,
mais en 5 actes. Parce que le film profite de cette occasion justement pour développer son lore, ses personnages, son univers, bref, il nous investit encore plus dans sa propre histoire. Et le troisième acte, justement, c'est le rassemblement de la communauté de l'anneau, ce qui les mènera justement à la Terre du Milieu, enfin plutôt au Mordor, qu'est-ce que je raconte. Et là, on en vient justement au troisième acte, à savoir le moment où ils entrent dans la grotte et où ils affrontent ce monstre au taquet stylé, qui est en fait le deuxième acte, le troisième acte, enfin, bref, vous avez compris, l'acte où... Oh putain. C'est l'acte où tout est déclenché, toutes les péripéties s'enchaînent, tout est mêlé dans une scène d'action jusqu'à ce que Gandalf finit par crever. Le reste de l'arc de développement est en fait le quatrième acte, à savoir l'acte où Frodo et compagnie décident de se reposer après ce qu'ils ont vécu et finissent par rencontrer Galadriel qui lui annonce quelques prophéties et certaines choses qui servent là aussi au développement du scénario. Et enfin l'épilogue, c'est le fameux épilogue où Eddard Stark, enfin Zeus de Percy Jackson et bref, insérer un personnage ultérieurement pour faire dire que il meurt à chaque fin de film, voilà, globalement. Et la fin de l'épilogue justement, c'est ce fameux épilogue où Sam et Frodo décident de se réunir et de vouloir partir ensemble jusqu'au Mordor pour pouvoir y jeter l'anneau unique et en finir avec tout ça. Mec, tu sais qu'ils auraient pu y aller en aigle, hein, mais bon, après je sais pas, je suis peut-être pas un grand spécialiste que toi, mais bon, malgré tout, j'essaie d'y connaître. Oui, exactement. Sauf que le gros problème, c'est que on s'attaque aussi aux personnages, parce que si ils auraient été allés au Mordor en aigle, l'histoire aurait pas du tout eu la même portée et aurait été clairement moins intéressante. Scénaristiquement, on sépare deux équipes de personnages en particulier, à savoir les protagonistes et ensuite les antagonistes. Le protagoniste est d'abord accompagné d'un personnage principal. Ensuite, on a le personnage secondaire, le personnage trionaire, qui a un autre nom spécifique, mais on va l'appeler trionaire pour que ça fasse secondaire, principal et... Bref, t'as compris. Et enfin, nous avons les figurants, qui sont pas très importants et qui sont là que pour figurer. Oui, bravo, bien joué. Le personnage principal, je vous fais pas un dessin, c'est celui qui est le plus important, c'est celui qui a le rôle le plus important de l'histoire, bref, c'est celui qui va être au cœur du récit. Quant au personnage secondaire, lui ce sera le personnage qui accompagnera le héros et qui devra justement se contenter de le suivre et de l'épauler au moment les plus opportuns pour qu'il puisse avoir le meilleur rôle possible. Quant au personnage trionaire, il sert avant tout de développement pour le personnage principal, mais après c'est bien aussi de s'attarder sur eux, parce que des fois ils peuvent être intéressants. Et les figurants, je vous fais pas un dessin, ils sont là uniquement que pour figurer. Et du côté des antagonistes, nous avons bien sûr le méchant principal, comment est-ce qu'on peut ne pas le citer, et ensuite nous avons son bras droit, qu'on appelle le bras droit tout simplement, hein, il n'a pas d'autre nom spécifique, et enfin pour finir, nous avons les mobs. Voilà, je sais pas pourquoi les mobs, mais bon, les mobs, c'est les mobs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, c'est les mobs, hein. Ici-bas, on va prendre justement notre premier exemple de Star Wars. Le personnage principal est Luke Skywalker. Le personnage secondaire, on l'a bien vu, c'est Obi-Wan Kenobi accompagné de Han Solo. Je précise que dans plusieurs histoires, il peut y avoir plusieurs personnages secondaires. Et le personnage trionaire dans tout ça, c'est la princesse Leia, qui fait guise presque de personnages à sauver dans cette histoire, mais bon... Que voulez-vous, c'est comme ça, hein. Et les figurants au milieu de tout ça, ce sont C3PO et R2D2. Quant au premier champ principal, vous vous en doutez, il s'agit là de Dark Vador d'un côté, les soldats généraux de l'autre qui tiennent l'étoile noire, et enfin, ces sbires, à savoir les mobs, ce sont les Stormtroopers, les soldats de l'Empire qui gèrent toute cette histoire. Et pour rendre ces personnages intéressants, et bien justement, pour les rendre intéressants, il suffit juste de leur développer un background et surtout un objectif dans tout ça. Parce que si tes personnages ils sont pas d'objectif, ils sont pas intéressants quoi. Voilà. Par exemple, le rôle du personnage principal, c'est quoi? Il vit dans une firme, il voit que sa famille a été tuée, du coup il a plus trop de grand rôle dans sa vie. Donc ce qu'il veut, c'est avoir son importance au milieu des étoiles et accompagner Obi-Wan à travers de cette mission. Car oui, c'est aussi l'objectif premier de Obi-Wan. Lorsqu'il apprend que la princesse Leia est en danger, non seulement il décide de former Luke durant le long de son voyage, mais il décide avant tout de sauver la princesse Leia parce qu'il a estimé qu'il était important de devoir la sauver. Le rôle de Han Solo, il n'y a pas plus simple et il n'y a pas plus concret, surtout au côté de Chewbacca. C'est d'avoir sa petite sœur, après avoir accompagné Luke et compagnie au milieu de toute cette histoire. Vous avez compris, en d'autres termes, il est un peu embarqué malgré lui. Et les personnages trionaires dans tout ça, et justement, eux aussi, ils ont leur rôle important au milieu de tout ça. À savoir, qu'ils ont les plans d'étoiles noires, du coup, ils doivent tout de suite la remettre, aux rebelles, aux côtés de la princesse Leia, pour qu'ils puissent expliquer la situation. Ces derniers se retrouvent donc confrontés à Dark Vador, qui lui a pour seul et unique objectif d'imposer la terreur aux côtés de ses autres mobs, parce que, du côté des antagonistes, le seul rôle du méchant doit suffire à développer les autres personnages aux alentours. Le reste n'est pas nécessaire à l'intrigue. Mais du coup, avec tout ça, t'as plein de personnages qui sont interconnectés et arrivent à faire fonctionner les scénarios petit à petit. Et c'est pour ça d'ailleurs que Star Wars, on s'en est montré que plus intéressant. Parce que ce qui compte, c'est les personnages que l'on suit, pas ce qu'ils inspirent.
Même si ce qui inspire est intéressant, mais c'est bien aussi de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils foutent là. Sinon, on ne prend pas un entretien, tout simplement. Après, ça peut aussi arriver que ce soit les méchants qui, soient juste seuls. Genre, il y a juste un antagoniste et c'est tout. Exemple, on a Tai Lung dans Kung Fu Panda, qui, lui, est le seul antagoniste de toute cette histoire. C'est un peu triste. Mais ça marche aussi quand même, la formule reste quand même applicable. On a un personnage intéressant, avec des motivations intéressantes, et qui alimente encore plus l'intrigue. Même des fois, tu peux ne pas tout simplement avoir de méchants. Je pense aux films catastrophes comme 2012, etc., etc., où le simple fait d'avoir un méchant serait inintéressant dans une intrigue, où c'est carrément le monde qui part en couille. L'exemple le plus criant, c'est Geostorm, dans lequel t'as un gars qui provoque un effondrement mondial autour de satellites qui peuvent contrôler la météo. Tout ça pour montrer que le monde en fait est moche, du coup faut le détruire. Super ta motivation mon gars. Et on en vient aussi à ce que mon clone disait tout à l'heure par rapport au Seigneur des Anneaux. Dites-vous que si on n'aurait pas suivi ces personnages là dans l'univers du Seigneur des Anneaux, l'histoire aurait pas été la même. Si on aurait vu les personnages voler sur un aigle tout au long de l'intrigue, au final le voyage n'aurait été que moins intéressant. Parce qu'on aurait suivi les personnages pour des motivations louables certes, mais on saurait pas pourquoi est-ce qu'ils sont là. Pourquoi est-ce que Frodon et compagnie veulent aller jeter l'anneau au Mordor d'abord pour commencer. Et pour la simple et bonne raison qu'ils ont envie d'accompagner Gandalf dans ce nouveau voyage et qu'ils ont senti qu'ils seraient capables de pouvoir faire quelque chose à leur côté. Et aussi parce qu'ils se sont retrouvés embarqués malgré eux au milieu de toute cette histoire. Malgré eux dans cette quête initiatique d'à tout prix détruire l'anneau unique qui menace la terre du milieu. De plus, la mort de Gandalf aurait été moins symbolique et surtout la mort de Boromir aussi aura été moins pleine de sens, surtout au vu de ce qu'il a failli faire pour pouvoir prendre l'anneau à Frodon. Après vous imaginez s'ils auraient pu prendre le métro, c'est genre bonjour monsieur, nous Frodon. Parce qu'on n'a pas de billet sur nous, désolé. Boromir est corrompu et possédé par le pouvoir de l'anneau. Du coup, il est obligé de s'en prendre à Frodon, même si c'est par l'acheter, et il sera obligé de se sacrifier pour acheter sa faute. Et surtout, voyager en aigle, ça aurait été un peu trop facile. Et surtout, ils auraient été dans la ligne de mire de Sauron, donc du coup, ils se seraient fait tuer. Ouais, ça aurait été con s'il mourait comme ça. Hein. Et c'est encore une fois pour ça aussi que The Flash, dans toute cette histoire, est une grosse merde. Parce que le héros principal, Barry Allen, veut vouloir ressusciter sa mère. Bonne motivation. Il accompagne donc son autre héros principal qui fait presque usure de héros secondaire dans tout ça. Mais qui au final s'avérera être l'antagoniste principal de tout ça. Et dans Transformers, on a ce cas-là. Sam Witwicky est le héros principal de toute cette histoire, très bien. Mais en dehors de ça, les Transformers sont des figurants. Du coup, avec ou sans eux, on aurait très bien pu ramener tout simplement les Decepticons et leur faire expliquer toute l'histoire. Hein. Ça aurait été du pareil au même presque. Parce que Michaela a beau être la personnage secondaire de toute cette histoire, elle n'est là que pour être figurante et aider Bumblebee à vaincre un mob. Les personnages trionaires tels que Bumblebee et Optimus se contentent d'être là et d'être attachants quand ils le peuvent. Les méchants secondaires, à savoir le secteur 7, se font éradiquer en cours de route. Et du coup, tout ça... Ouais, ça fait que la structure narrative est pas bien construite. Parce que pour que l'intrigue puisse être intéressante, il faut que chaque motivation des personnages puisse avoir une alchimie avec le scénario et puisse le faire avancer. C'est exactement ce que je disais dans ma vidéo sur les 50 Game of Thrones. Que tout doit servir à quelque chose, que chaque personnage puisse faire avancer l'intrigue au fur et à mesure, ce qui réussira parfaitement de manière chef-d'œuvresque la saison 1 de House of Dragon, et ce qui le fera un petit peu louper dans sa saison 2. Parce qu'il faut que les personnages puissent faire avancer l'intrigue pour que l'intrigue puisse avancer au service de leurs personnages. C'est comme ça que doit fonctionner une histoire de manière générale, qu'elle puisse développer ses personnages au fur et à mesure. Voilà exactement comment est-ce que doit se construire un scénario. Ils font une ligne narrative suffisamment claire et des personnages suffisamment bien transcrits pour pouvoir avoir le meilleur scénario possible. Mais avec tout ça finalement, quelle serait une belle histoire au final? Eh bien, essayons de l'inventer ensemble. On racontera plutôt une histoire, tout à fait classique, l'histoire d'un chevalier qui veut sauver une princesse. Jusque là on est bien parti, plus qu'à construire à peu près la structure, à savoir une situation initiale, élément déclencheur, péripéties, conclusion. La situation initiale, c'est un chevalier qui sert son roi. Un roi l'appelle, et là l'élément déclencheur survient, à savoir ce roi engage ce héros à sauver sa princesse, prisonnière d'une tour d'un terrifiant dragon. Et ce héros a des motivations bien précises, rencontrer cette fameuse princesse qu'il doit sûrement trouver charmante. Du coup, il décide de la sauver, mais il sait que ce château est réputé comme étant dangereux. Il n'y arrivera donc pas seul. Dans son village, ainsi un village réputé pour ses guerriers très forts et très puissants qui s'entraînent jour et nuit, va devoir donc recruter pas mal de chevaliers, chacun dans leur propre habilité. Tu as le bouclier, tout simplement, celui qui va servir de protection à nos héros, qui sera le personnage secondaire de toute cette histoire, accompagné de son épée, à savoir celui qui va le guider et qui va l'aider à avoir de
de la puissance pour pouvoir affronter n'importe quelle menace. Quant au personnage trionaire, ce sera l'armure qui va devoir le protéger, ainsi que les figurants qui seront le cheval et le chien. Parce que deux petites mascottes, des fois c'est bien aussi, des fois ça rajoute un petit peu de comic relief, parce que c'est bien aussi d'avoir des comic relief. Après un personnage trionaire, on a aussi la princesse. C'est pas mal aussi. Donc, après le premier acte bien exposé, qui expose parfaitement les bases, eh bien, l'élément déclencheur de tout ça a déjà été enclenché, bien sûr, et du coup, on en vient au deuxième acte, à savoir notre héros qui arrive devant le château fort pour pouvoir immédiatement aller sauver cette princesse. Là, c'est un gros déferlement de tout ce qu'il y a de plus menaçant. Des squelettes, des monstres, tout ce qui lui veut du mal, ainsi que celui qui protège l'antre de la princesse, le fameux dragon, l'antagoniste principal. Qu'il aura déjà du mal à passer, il réussit quand même et arrive à approcher la princesse pour pouvoir immédiatement la sauver après avoir affronté le terrifiant chevalier qui n'est nul autre que le personnage, enfin l'antagoniste secondaire de toute cette histoire. Le héros le vainc à l'aide de ses amis et il arrive à sauver la princesse et décide de s'enfuir en affrontant le dragon. Sans ça, ils ne peuvent pas sortir de cet antre. Au final, ils y arrivent à l'aide de nos héros. Le cheval donne de parfaits coups de sabot. Le chien finit par mordre le dragon à son point faible. Le dragon finit par être achevé par le héros et le héros sauve la princesse. Il finit par atteindre le roi et finit donc par se marier avec cette dernière. Fin. C'est tout con, c'est tout simple. Mais voilà, il n'y a rien de plus efficace que cette fameuse structure. Et voilà comment fonctionne la base des bases des scénarios. J'aurais pu préciser beaucoup de choses, mais j'ai trouvé que ça, c'était largement suffisant. Et comme on va le voir, le cas de Gareth Edwards, c'est vraiment un cas catastrophique. Yamasisi, ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Faut savoir que moi, personnellement, je préfère voir un film où un réalisateur est moyen, où il réalise pas des plans magnifiques, incroyables ou quoi, ou qui se prétend prétentieux, mais qui se contente tout simplement de filmer pour un scénario très excellent, très bien écrit et très bien exécuté, plutôt que d'avoir un réalisateur excellent qui envoie des paillettes à l'écran, etc., pour un scénario moyen, incohérent, etc., bref, qui marche pas trop. Parce que t'auras beau me mettre toutes les paillettes, tous les effets spéciaux et tout le budget que tu veux, si ton scénario est mal écrit, c'est que ton film est foncièrement mauvais, tout simplement, et t'as réparti le budget ailleurs. Et ça, on va voir point par point, en commençant par le premier film de son CV, Monsters. Le film commence par un prologue. En gros, le premier acte, il plante le décor. Dans ce prologue, nous avons donc des extraterrestres qui attaquent les États-Unis et le Mexique, parce que visiblement, c'est les seuls pays qui attaquent, semblerait-il. Du coup, l'armée décide d'intervenir et décide de les attaquer. Et au milieu de tout ça, on va suivre un gars qui est envoyé par le père d'une fille qui va devoir protéger et ramener aux États-Unis en passant par une zone radioactive qui sépare le Mexique et les États-Unis. Donc là déjà, à peu près tout est établi. La situation initiale, c'est des aliens qui attaquent et l'élément déclencheur, ça va être ce gars qui est photographe et journaliste et décide donc de rendre visite à la fille de son patron pour pouvoir la ramener chez elle au plus vite parce qu'elle est en pleine zone de danger. Pourquoi pas ? Du coup, l'élément déclencheur de tout ça, on s'en doute, c'est le début de leur voyage, leur début, plus ou moins de leur emmerde, soi-disant. Et ça, on y reviendra. Mais avant de passer à l'acte 2 et aux péripéties, il faut d'abord que l'on se concentre petit à petit sur nos deux personnages principaux. Déjà, il n'y a que deux personnages principaux. Du coup, pas de personnages secondaires ou trionaires ou figurants ou quoi. Et pareil pour les antagonistes. Il n'y a tout simplement pas d'antagonistes. Et en soi, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas mal. Les films catastrophes, par exemple, eux, ils n'ont pas besoin d'avoir des antagonistes principaux pour montrer une menace existante. Tant qu'il y a une menace existante, et c'est tant mieux. La menace existante de tout ça, c'est que il faut ramener la fille chez elle parce que le père de sa fille lui a demandé. Mais est-ce que le personnage de la fille est développé ? Déjà, c'est quoi qui lui motive ? Elle a quoi de spécial, cette fille ? Pourquoi est-ce qu'elle est là ? Et puis surtout, pourquoi est-ce que c'est l'une des personnages principales de ce film ? Là aussi, qu'est-ce qui motive le photographe à devoir accompagner à tout prix ces personnages-là ? Et pour faire simple, on sait pas parce qu'on les a pas développés. Le seul prétexte, c'est que ces deux-là existent, ils doivent rentrer chez eux en passant par une zone radioactive. Zone radioactive dans laquelle il faut des masques, je précise quand même, au cas où certains ne comprennent pas. Mais bon, quand tu vois la tronche de certains figurants, tu sais pas du tout pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas besoin de masques. Je veux dire, les gars... Bon après il y a peu eu la pandémie de Covid, ce film est sorti en 2010, mais quand même tu sais que c'est une zone radioactive, tu sais très bien qu'il faut pas sortir la tronche à l'air quoi. Seulement quand on suit les péripéties, on a l'impression que ça traîne. Je vous jure ça traîne. Les gars, j'ai vu 40 minutes sur mon minuteur du film, et j'ai eu l'impression qu'il s'est passé 1 heure presque, parce que les personnages n'ont rien appris d'intéressant, rien de spécial. Et surtout, le détail qui tue est le plus important, on est conscient que les gars ne se connaissent absolument pas, et qu'ils n'ont rien en commun entre eux. 20 minutes plus tard, on les voit discuter entre eux comme s'ils se connaissaient depuis des années.
Pourquoi? Je veux dire, les gars, ils se sont à peine rencontrés il y a même pas quelques jours, et les gars, ils s'entendent comme s'ils se connaissaient toute leur vie. Il y a un énorme problème. On croirait même presque croire qu'ils sont en couple au bout de 20 minutes, alors que foncièrement, c'est complètement faux. Sachant que la meuf, hein, entre-temps, elle a un mari. Notez ça aussi, je précise. Mais au bout d'un moment, finit par arriver l'acte 3, à savoir l'épilogue. Après un acte 2, disons-le, bon, plutôt long, hein, on va pas se mentir, il s'est rien passé concrètement, mis à part qu'ils ont réussi à passer la frontière américaine, et l'acte 3 peut enfin commencer. On voit énormément de débris, énormément de ruines, et finissent par arriver dans une station-service dans laquelle, ça y est, il y a enfin deux antagonistes qui au final, sont là pour s'accoupler. C'est exactement tout. Des voitures finissent enfin par les rejoindre, et à la fin, ils finissent par s'embrasser parce que, ah, c'est bien connu, hein, les meufs, elles adorent nous tromper, hein, vous vous mariez jamais, hein, mesdames et messieurs. Et là, du coup, fin du film. Le film est construit comme ça. Je me demande, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, du coup, tu comprends pas. Ça a été quoi les péripéties? Et surtout, c'est quoi ces conclusions? Pourquoi est-ce que le film se conclut comme ça? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Et on sait même pas que ce film-là, c'est le troisième acte. Et pour un troisième acte, putain, qu'est-ce que c'est décevant. J'ai attendu quelque chose, moi, avoir un petit peu de pétillance. Mais non, il y a rien eu. Il y a juste une meuf qui a failli se faire toucher par des tentacules. Au moins, je sais pas, permettez-vous ça. Ce genre de choses peut être divertissant. En tout cas, juste pour moi, quoi. Tout à fait, mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Plus intime, dirais-je même. C'est certain. Mais du coup, ça fait que les personnages sont mal écrits, puisque ils sont développés en à peine quelques minutes, du coup, ce qui fait que t'as pas le temps de t'attacher à eux. Alors que tu les suis quand même pendant plus de 1h30. Ensuite, scénaristiquement, c'est là que ça coince, parce que tu sais pas du tout où te situer entre la structure 2 ou la structure 3 en termes d'actes. Tu sais pas du tout où est le climax, tu sais pas du tout quelles péripéties il se passe. Bref, les péripéties sont même pas intéressantes, parce qu'elles ne proposent absolument rien. Et au milieu de tout ça, les aliens qui sont censés être les mobs dans toute cette histoire, au final sont juste des éléments du décor faits pour faire beau et rendre le climax absolument palpitant. Mais à part ça, à part de la beauté visuelle, au final ce film ne t'a rien fait transpirer d'autre. Du coup il est osef. Parlons maintenant de Godzilla de 2014, et je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour passer d'un film aussi médiocre et à peine modeste à ce genre de monument, mais bref, passons. Dans ce film, la situation initiale, c'est ça, à savoir une famille de Américains qui vivent au Japon, très bien, pourquoi pas de souci. On est en 1999, plus précisément dans la ville de... Bon, au Japon, tout simplement. On a le père qui travaille dans une centrale nucléaire aux côtés de la mère, et l'enfant dont on s'en fout, puisque de toute façon il n'est pas important. Suite à cela, on a un élément déclencheur qui s'apparente visiblement à un séisme. Suite à cela, la mère du petit garçon meurt, la femme de Bryan Cranston meurt, et du coup, tout ça fait commencer le film dans un élément déclencheur plutôt fort en émotion, il faut quand même l'avouer. Donc voilà, avec tout ça, tu vas dire, ah ça y est, là le film il commence bien, je suis sûr que la suite va être intéressante, et là on zappe 15 ans plus tard en 2014, et là on est sur une nouvelle situation initiale, quoi? Le petit garçon qui s'appelle Ford va rejoindre sa femme Peugeot, qui ont fait tous les deux un enfant qui s'appelle Citroën. Voilà, il s'appelle Ford, le personnage principal, du coup je me permets. La situation initiale, c'est que Ford est revenu, d'une activité militaire, on sait pas d'où il revient, mais il revient auprès de sa famille. Sauf que un élément déclencheur va arriver dans tout ça, à savoir son père Bryan Cranston, ou Volkswagen, on va l'appeler comme ça tout simplement, décide de l'appeler pour dire qu'il est en prison, parce qu'il a pénétré dans une zone radioactive. On va enfin savoir exactement pourquoi est-ce que dans Monster, personne ne portait de masque. Ouais, là déjà il y a un gros problème, on a... deux situations initiales et deux éléments déclencheurs. Du coup, ce qui veut dire que l'on a deux actes qui posent exactement la même chose, à savoir poser le décor. Là, on nous a posé le décor plus de 2 fois. Ça va pas, il y a un problème. On nous a déjà posé un décor, tout ça pour qu'au final, on nous pose un autre décor. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas choisir un des deux tout simplement et on évite de se faire chier? Mais lorsque le nouvel élément déclencheur arrive, à savoir le réveil du Muto, qui se déroule comme ça, tout simplement, voilà. Le réveil du Muto déclenche tout et on apprend juste que ce sera Muto le personnage principal, enfin l'antagoniste principal. Et d'un côté t'as aussi Toyota qui est dans pleine admiration face à ce genre de choses, ou juste tout simplement terrifié, mais bon, vu qu'il est là uniquement pour faire ce genre de tronche, allez, on va pas l'en vouloir. Mais au milieu de tout ça, t'as quand même Volkswagen qui développe un peu plus l'histoire et nous en apprend un peu plus sur ce Muto. Et là, on essaie un petit peu de centrer les personnages juste histoire de faire une pause. Ford est le héros principal, Volkswagen est un personnage secondaire au milieu de tout ça, le personnage trionnaire c'est Toyota et sa meuf qui va s'appeler Toyotette, tout simplement. Et on a deux antagonistes principaux dans cette histoire, les Mutos qui veulent s'accoupler. Bon, très bien. Retenez ceci, ils veulent se rassembler pour s'accoupler. Notez-le vous bien dans votre tête. Et au milieu de tout ça, t'as littéralement le personnage trionnaire de ce film, semblerait-il, à savoir Godzilla qui intervient.
Là déjà c'est un bordel. Est-ce que c'est un personnage trionaire vu son importance scénaristique? Parce que je rappelle que les personnages trionaires sont censés être pris en... mis de côté plus ou moins, mais censés servir petit à petit au scénario quand même. Et tu vois, ce genre de rôle, je l'attribuerai plus précisément à Peugeot et à Citroën, vu qu'ils sont embarqués plus ou moins malgré eux dans cette histoire. Mais qui ont l'air d'avoir une petite importance scénaristique pour Ford, à savoir les rejoindre à San Francisco au milieu de tout ce chaos. Puisque dans ce chaos, tu as les mutos qui souhaitent se rassembler pour pouvoir s'accoupler, et ce qui risque de provoquer le chaos et tout le reste du chaos sur Terre. Godzilla décide d'intervenir puisque c'est lui le garant de la nature de cette histoire, et aussi parce qu'il a son nom dans le titre, donc s'il est pas là, ça sert à rien. Et entre temps, t'as Volkswagen qui est décédé. Et souvent les personnes qui ont vu ce film citent cet acte-là comme un défaut, parce que ça a rendu le film plus fun sans Bryan Cranston. Et sur ça, je ne peux pas m'empêcher de pas être d'accord avec eux. Parce que oui, Bryan Cranston est un excellent acteur. Et quand il joue Volkswagen, il est un excellent personnage. On voit ses motivations, on voit ce qu'il a envie. Et on voit qu'il a envie de se racheter suite à la faute qu'il a fait en abandonnant sa femme dans la zone radioactive qui a subi un accident. Mais de l'autre côté, les autres personnages, qu'est-ce que tu comprends? Tu sais pas ce qu'ils foutent là. Tu sais pas ce que fout Toyota, tu sais pas ce que fout Ford, tu sais pas ce que fout Peugeot, tu sais pas ce que fout Citroën. Bref, tu sais pas ce qu'ils viennent foutre là. Les gars, ils essaient de trouver leur place dans le parking, mais ils n'y arrivent pas. Et il faut aussi qu'on m'explique comment c'est possible que le muto femelle a été découvert aux Philippines en état d'œuf et a été transporté aux États-Unis alors qu'il y a le Pacifique qui les sépare entre les deux, qui a été explosé dans une usine de déchets nucléaires à côté de Las Vegas. Bref, comment est-ce que c'est arrivé tout ça? Veuillez m'expliquer. Même mieux, à quoi a servi le prologue avec Godzilla qui se prend dans la tronche une tête nucléaire? Ça a servi à quoi tout ça? Ça a raconté quoi même? Pourquoi est-ce qu'on nous fait un autre premier acte aussi inutile que celui-là, putain? Et pourquoi est-ce qu'on suit Peugeot dans ses mésaventures, putain? Qu'est-ce qu'elle vient foutre dans cette histoire? Et on s'en bat les couilles aussi de savoir ce qui arrive à Citroën. Pourquoi les personnages sont là? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Le seul qui est important c'est Ford. Et encore, Ford dit qu'il veut rentrer chez lui et dit qu'il voudrait rentrer à San Francisco. Bon, chose qui me paraît tout à fait honorable, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que nos héros, nos héros ainsi que Toyota et compagnie décident d'envoyer Ford sur une ville à moyenne pour qu'il puisse rentrer en avion de Hawaï, alors que les gars peuvent sûrement le faire prendre un petit jet privé pour le ramener directement à San Francisco et éviter de le faire chier? Non, personne? Ça tilte pas? Je veux dire les gars, essayez-moi de me citer à quoi ça a servi cette escale à Hawaï. Ça ne sert à rien, ça fait un détour pour rien. Du coup, Ford s'engage dans toute cette histoire et décide de rentrer à San Francisco au travers de sa propre armée. Et la scène qui va suivre, vous savez quoi? Je vais l'imiter moi-même, juste histoire que vous puissiez constater exactement ce qui va pas au niveau des dialogues. Dites-vous d'abord si ce dialogue peut se produire dans la vraie vie. Bonjour, j'aimerais me rejoindre à votre armée pour que je puisse aller à San Francisco immédiatement. Ah je suis désolé mon cher monsieur, mais ici on essaie d'affronter des monstres en transportant une grosse bombe nucléaire des années 50. C'est pas un express, donc veuillez circuler s'il vous plaît. Oui mais justement monsieur, je tiens à vous dire que la bombe que vous avez sur vous... j'ai pas confiance, je devrais peut-être y jeter ma main dessus, vous croyez pas? En effet, ouais, cela me paraît prometteur. Allez, vous savez quoi? Vous embarquez. Les gars, embarquez-moi ce gars-là, comme ça on va s'y régler, c'est fait, voilà. Wow, et putain, c'était aussi facile que ça. Je crois que c'est dur mon t-shirt Senseiya à mon avis. C'est pas comme ça que je vous le montre sur ma caméra, ne vous croyez pas. Et là, ensuite, après quelques péripéties, au bout du deuxième acte, on finit par voir ça. J'ai plein de questions, j'ai même trop de questions. Vous avez vu la même chose que moi, mesdames et messieurs. Ce muto est enceinte, alors que les deux mutos ne se sont plus vus depuis 1999, soit 15 ans. Le mâle s'est réveillé des Philippines et a dégagé tout seul. La femelle s'est fait transporter et jusqu'à une usine nucléaire près de Las Vegas. Et le but, justement, c'est que ces deux-là finissent par se retrouver l'un l'autre. Donc, dans quelles circonstances est-ce que le muto femelle a fini par être enceinte? Et ensuite, vous avez sûrement dû remarquer la même chose que moi. Oui, on a embarqué une bombe au milieu de toutes ces conneries. Un McGuffey pour pouvoir encore plus complexifier la chose, putain, ouais, j'en bafouille tellement je sais pas ce que je dis. Vous voulez attaquer à la bombe nucléaire un monstre qui se nourrit de nucléaire. Je vais finir par croire que vous faites exprès là, c'est pas possible. Ok, alors le but de cette bombe, c'est de la faire exploser près des mutos. Problème, c'est une bombe nucléaire qui vont faire exploser dans la ville de San Francisco.
Ouais, là, il y a un énorme problème, là. Mais il la ramène quand même au Muto, ce qui fait que le Muto peut s'emparer immédiatement de cette bombe nucléaire et la ramener à sa femelle pour qu'il puisse ensuite pondre un nid. D'ailleurs, le docteur Toyota le dit lui-même, ils vont se rassembler tous les deux pour pouvoir se construire un nid et pouvoir s'auto-féconder et pouvoir créer de nouveaux espèces de Muto. D'ailleurs, heureusement, mais heureusement que Ford va prévenir tout le monde que la femelle est déjà enceinte et qu'elle a prévu de pondre aujourd'hui. Mais ça, comme c'est pas relevé dans le film, et ben on va pas le relever parce que sinon on plagierait un autre film Godzilla. Ouais, vous avez totalement raison. Du coup, le but ça va être d'éloigner la bombe parce que elle a été programmée, du coup elle va exploser. Et voilà, leur but du jeu ça va être ça. Vous pouvoir réussir à éloigner la bombe nucléaire de cette espèce de monstre parce que sinon tout va être détruit autour d'eux. Je ne comprends pas, d'autant plus qu'il y avait 2 bombes nucléaires. T'as la femelle qui s'en est emparée et qui l'a bouffé à un moment donné dans le film. Ensuite, de l'autre, bon, t'as le Muto qui ramène sa propre bombe nucléaire et il s'en sert pour pouvoir construire leur nid. Ford se sert d'une bombe qui peut tout faire exploser, enfin. J'essaie de trouver un sens à ces conneries. Mais bon, ils ont gagné. Godzilla a tué les 2 monstres, à lui tout seul, sans l'aide de personne, parce que Toyota leur a dit de se battre, du coup ils se sont battus. Mais du coup, ils ont éloigné la bombe, sauf qu'on a oublié un détail. C'est une bombe nucléaire, pas vrai, du coup... It's over. We made it. The boat's driving away with the bomb. And everything's safe. There's no way that boat got far enough away in time. We're all gonna die! Mais bon, au final, ce qui est bien, c'est que Ford a enfin trouvé un parking aux côtés de Peugeot et Citroën. Du coup, ils vont pouvoir vivre leur vie heureux ensemble et on les verra plus jamais tout le long du Monsterverse parce que même les Monsterverse ont admis qu'ils étaient inintéressants et qu'ils avaient rien de spécial à raconter. Du coup, merci d'être passé, ciao, au revoir. Passons ensuite à Rogue One. La situation initiale, c'est quoi? C'est la famille Erso qui se retrouve envahie par les chevaliers de l'Empire, du coup, qui décident de les amener avec eux parce qu'ils ont l'étoile noire à construire. Bon, jusque-là, c'est une histoire très sympa, qu'on aime bien savoir en tout cas, surtout pour développer le lore de Star Wars, c'est une très bonne chose. Et du coup avec tout ça, le premier acte c'est quoi? Eh bien c'est simple, le premier acte, ça va être Jyn Erso qui va devoir être amené au milieu de toute cette histoire pour pouvoir contrecarrer les plans de l'Empire qui souhaite construire une arme redoutable capable de détruire une planète tout entière et qui représenterait une menace face à quiconque s'y opposera. Dans cette histoire, on nous présente donc Jyn Erso, qui est l'héroïne principale du film et qui a pour motivation de retrouver son père aux confins des étoiles. Ça, c'est un bon speech. On sait qui est la personnage principal, on sait c'est quoi le décor planté. Entre temps, t'as aussi un autre personnage principal du nom de Andor Cadrician, enfin Andor, on va l'appeler comme ça parce que c'est le nom de la série, qui lui est un soldat rebelle et qui se contente uniquement d'espionner. Parce que c'est un soldat rebelle tout simplement. Au milieu de tout ça, t'as le général Grievous. Général Grievous qui, a une simple gueule de méchant, mais qui veut à tout prix que le projet avance et donc va devoir s'accaparer absolument tous les généraux nécessaires pour en arriver à son confin des plans. L'antagoniste secondaire, ça restera ce général-là qui... Oh putain, ils en ont fait une cinématique de PlayStation 4, mais comment est-ce que vous avez osé utiliser la tronche d'un gars qui était mort avant le film? Disney, vous êtes... Donc là du coup on a une contradiction entre les antagonistes et les protagonistes. Les antagonistes eux veulent que leur projet avance pour qu'ils puissent être finis et détruire toutes les planètes qui les opposent. Et les protagonistes eux veulent empêcher ça en essayant de savoir exactement ce que trame l'Empire. Et après vient le deuxième acte. Jyn apprend que son père a trafiqué l'étoile de la mort et décide donc de lui confier ses plans si jamais ils arrivent à le retrouver. Petite contradiction quand même, les rebelles veulent que le père de Jyn meure. Mais entre temps, tu as plusieurs personnages qui rejoignent le cortège, à savoir un espion qui... espionne tout simplement, c'est pas du tout ce qu'il vient foutre là et même qui est-ce qu'il a engagé. Et t'as 2 gars random, à savoir un mitrailleur et un aveugle qui a le pouvoir de la force. Parce que oui, que serait Star Wars sans un Jedi avec les pouvoirs de la force? Bouh. Donc du coup, t'as plusieurs personnages qui ne se connaissent pas, qui décident donc de se quereller entre eux, se rencontrer, donc du coup se rassembler. Et entre temps, t'as aussi l'autre gars là qui décide de balancer cette phrase au hasard. Mais comment ça, sauver le rêve? Genre, ok, sauver la rébellion, pourquoi pas, mais sauver le rêve de qui? C'est qui rêve de sauver la rébellion? Enfin, je comprends pas pourquoi le dialogue sauve le rêve. C'est qui a rêvé de ça? Je comprends pas, c'est pourquoi. Mais enfin, au cours du deuxième acte, on finit déjà par s'enfuir de Jedha qui se fait détruire par l'étoile noire, mais il y a un problème dans le lore de Star Wars.
Comment c'est possible que l'étoile de la mort détruise la planète à si petit feu, alors qu'on a très bien vu dans le 4e opus de Star Wars que en à peine une seconde, une planète s'envolait. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'une planète se fait détruire aussi longtemps comme ça, alors que dans l'opus suivant, une planète se fait détruire d'un coup? Andor veut tuer le père de Jean, etc., etc. Très bien, ça c'est promis dans sa mission. Mais au final, il finit par hésiter parce que... Bah déjà, sûrement parce que c'est attaché à Jean, mais on le voit presque jamais. Voilà. Et notez bien ce qui va suivre. Le père de Jean se fait tuer. Très bien, jusque là, on suit, c'est parfait. Mais après, lorsque Jean finit par apprendre, bah il finit par tailler Andor parce que bah là, il pense qu'il a fait une connerie. Mais au final, après tout ce qui vient de se passer, là on se dit un truc. Allez Jean, là tu viens d'apprendre que les rebelles voulaient la mort de ton père et l'ont décidé donc de le tuer, ce qui est arrivé. Et là du coup, comment est-ce que tu vas te rébeller comme ça? We have hope. Rebellions are built on hope. Là, il y a Anguille sous roche, là, faut qu'on m'explique un truc. La meuf vient d'apprendre que son père a été tué par les rebelles et ordonné par les rebelles. Et là, elle finit par s'associer aux rebelles. Ça me choque même plus à ce stade. J'ai l'impression que les gars, ils font exprès. Par contre, à partir du 3e acte, bah là, je veux pas reprocher quoi que ce soit. La bataille est bien écrite, elle se passe tellement bien. Mais je pourrais développer tout ça. Mais vas-y, la vidéo est beaucoup trop longue pour ça. Juste, je vais laisser Red Hill Gorilla vous parler en 6 minutes de cette bataille de Scarif, qui est juste une réussite sur presque tous les points. Pour la simple et bonne raison que Gareth Edwards n'a pas été impliqué dans toutes ces conneries. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, lorsque Disney ont décidé de faire une projection test du nouvel opus de Star Wars, eh bien ils ont remarqué que... le film était pas du tout parfait. Du coup, pour correspondre à la date de sortie précise, il fallait à tout prix qu'il y ait une énorme série de reshoots. Et donc du coup, tout le climax final a été entièrement réécrit, non par Gareth Edwards, mais par ce gars-là, dont je vous montre son CV qui doit sûrement être très qualitatif. Hein. Donc ouais les gars, souvenez-vous, la prochaine fois que vous verrez la bataille de Scarif, vous vous direz que ce n'est pas grâce à Gareth Edwards qu'on l'a eu, mais c'est grâce à un gars random qui passait et qui s'est dit que ce serait bien de pouvoir faire un petit peu de réécriture et de pouvoir rendre cette scène tout simplement exceptionnelle. Gareth Edwards dira qu'il en a eu tellement marre de ces conneries qu'il aura décidé déjà de prendre une pause pour ensuite se lancer dans de nouveaux projets, notamment The Creator. Et si vous connaissez mon avis sur ce film parce que vous avez vu mon appréciation sur ce dernier et mon flop 10 de l'année, et ben vous savez très exactement qu'est-ce que j'en pense. J'ai déjà soulevé les nombreux problèmes de ficelle scénaristique, à savoir le gars qui voit que sa femme est un robot et que son enfant aussi est un robot, le fait qu'il puisse pas se cacher sa tronche alors qu'il sait très bien qu'il est recherché partout en Asie, déjà l'Asie unie. Genre l'Asie est capable de se réunir quand on sait la rivalité entre tous les pays là-bas. Mais il y a un petit détail à moi qui m'a interpellé. À savoir que, regardez bien le film. Genre je veux dire, regardez tous les personnages principaux. Je veux dire, tu as, bon, les personnages américains, ils sont tous humains. Par contre, tous les personnages asiatiques sont des robots. Raciste. Oui, je cherchais le mot, merci monsieur. Certains d'entre vous l'ont sûrement pas remarqué, mais au bout d'un moment, j'ai eu l'impression presque de voir que ça. Là, quand tu revois le film, ça paraît évident. Quand tu vois les moines tibétains, c'est quasiment des robots. Les japonais, bon, ils ont un arrière-crâne de robot. La petite fille que le héros principal est CDD est un robot. Et sa femme aussi, on a découvert qu'elle était un putain de robot dans toute cette histoire. D'autant plus que la motivation du gars, on le sait à peine. On sait qu'il veut sauver sa femme, soit disant parce qu'il croit qu'elle est en vie. Et il tombe sur ce petit garçon qui décide malgré tout de protéger en oubliant totalement sa mission principale. Pourquoi? Et dans cette histoire, t'as tellement de galères à trouver le personnage, l'antagoniste principal, que tu dis qu'une seule chose, les antagonistes principaux, ce sont les Asiatiques. Du coup, ce film te dit, les méchants, ce sont les Asiatiques, qui sont tous des robots et des machines, qui veulent s'en prendre aux Américains, après nous avoir lancé une bombe nucléaire en plein Los Angeles. C'est un film qui déclare la guerre aux Asiatiques en fait, c'est ça que vous essayez de nous dire. De plus, sur l'acte 3, tu finis par t'y perdre, parce que tu sais jamais c'est quoi le climax. Est-ce que c'est le fait que notre héros finit enfin par retrouver la femme sa femme quoi tout simplement? Est-ce que c'est le fait que la femme et le héros principal finissent enfin par se réunir? Est-ce que c'est par le fait qu'à la fin du film, le héros principal finit par se sacrifier pour pouvoir laisser libre chance à sa fille? Parce que c'est visiblement ce qui se passe. Tout ça pour que la fille puisse être le héros principal du prochain opus, s'il y a. Parce que oui, j'ai oublié de préciser que ce film a été tellement mauvais au box-office qu'il s'est fait battre par une comédie française. Quelle humiliation! Donc avec tout ça, on ne peut se dire qu'une seule chose.
Gareth Edwards s'en fout que son scénario soit mauvais tant qu'il peut faire de la bonne réalisation, et bah ça prouve juste que ses films sont mauvais et surtout que il a pas le cœur à l'ouvrage et même pire que ça, bah il va jusqu'à en rendre ses films totalement régnants. Ce mec aurait pu améliorer les choses, aurait pu permettre à tous ces scénarios-là de pouvoir être un minimum bien, mais non, ce dernier n'a fait qu'une seule chose en particulier, juste rendre ses films mauvais alors qu'il voulait juste une belle réalisation. Et oui, on a une belle réalisation, mais au prix de scénarios qu'il a même pas fait l'effort de retravailler pour qu'ils puissent au moins être un minimum géniaux. Et si je devais traduire tout ça, bah en fait Gareth Edwards, c'est un yes man. Tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus basique, le yes man par excellence. Donc du coup, vous comprenez exactement pourquoi est-ce que pour Jurassic World, ce gars-là est le pire des choix possibles. Parce que comme je l'ai démontré dans ma chute de la saga Jurassic World, eh bien, ce film reposait justement par l'excellence de son scénario. J'ai déjà développé ça en une vidéo de 1h15, donc allez la voir si vous voulez. Donc ce qui fait que lorsque Jurassic World 4 va sortir, et bah attendez-vous à ce que ce film soit mal branlé en plus d'être mal écrit. Et là on se rendra enfin compte que Gareth Edwards est un très mauvais scénariste malgré le fait que ce soit un beau réal. Tout simplement parce que le gars il s'en fout de savoir ce que donnera son scénario. Lui ce qu'il veut c'est avoir de bonnes images. Et c'est tout. Du coup, grâce à lui, la saga Jurassic World va encore plus être massacrée. Et la saga Jurassic Park va encore plus connaître la chute au fil de son temps. Et vous voulez que je vous dise dans tout ça? Eh ben, c'est que concrètement, bah en fait, je serais pas dégoûté. Hein. Parce qu'au moins, ça refera le tri, ça re-questionnera Universal sur le fait qu'ils veulent exploiter les licences. Et puis surtout, on se dira une seule chose. Qu'au final, bah... c'était peut-être mieux avant. Les gens se poseront les questions sur savoir qui est engagé. Et on se rendra compte qu'au final, bah en fait... bah, à force d'engager des yes man, on finit par en perdre la passion. De toute façon les gars, Dominion nous a tellement dégoûté à nous en tant que fans de la saga, que concrètement, est-ce qu'on a envie d'aller voir ce film? Moi je suis persuadé que non, il n'y a personne qui a envie vraiment de voir ce film, tellement il a déçu la majorité des fans, pour pas dire quasiment tous les fans. Peu importe qui sera qui sera scénariste au milieu de tout ça, Gareth Edwards s'en fout. Tant que lui, il aura à faire son film, il fera son film, sans se poser de questions. Et au final, bah... qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? De toute façon, le gars il compare le cinéma à la politique. En gros, nos places au cinéma, ça compterait comme du vote. Parce qu'en disant qu'on veut aller voir ce film au cinéma, eh ben on donne un vote de plus à ce film de merde. Je voulais finir sur ça à la base, mais moi je dirais plutôt, vu qu'on est en pleine démocratie, venez, on va pas voir ce film. Parce que vu qu'on sait à quel point ce sera de la merde, bah autant rester chez soi. Et se regarder encore et encore le premier Jurassic Park et se rappeler à quel point ce film est un chef-d'œuvre du cinéma. Et attendez-vous à ce qu'en juin je fasse une nouvelle vidéo sur Jurassic Park. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Donc rien que pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez avoir cette nouveauté en tête. Nous en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et en attendant, c'était Restatier et tout court tout prêt.